avons une vitrine qui permet de présenter au public qui déambulerait dans cette allée de la Drac, de regarder directement des vestiges archéologiques, notamment des céramiques, parce qu'il nous semble important que ce ne soit pas un lieu secret, caché, mais que le grand public puisse y accéder, au moins partiellement. Alors ici, nous sommes dans les dépôts temporaires de la Direction régionale des affaires culturelles de Picardie. Bon, en gros, c'est ici où on stocke le mobilier qui provient de nos recherches, soit de fouilles archéologiques, soit de prospection. Dans cette armoire, nous avons stocké un échantillon de céramique découverte sur le site de Beuvreigne, qui a été fouillé il y a une vingtaine d'années. Donc ça permet également à d'autres chercheurs de venir consulter sur place des céramiques qui ont été produites et de voir si ça correspond aux céramiques qu'eux ont pu trouver dans leur fouille, et ainsi avoir une idée des circuits de diffusion de cette céramique. Alors nous avons un peu de tout dans ce laboratoire, donc à la fois de la céramique mais également de la faune, donc des ossements qu'on a trouvés sur un chantier de fouilles qui sont stockés ici en attendant leur analyse précise par les archéologues. Alors ici vous êtes dans le laboratoire de la Drac et plus particulièrement dans la partie consacrée à l'étude céramologique. Donc l'étude céramologique, ça consiste déjà à récupérer l'ensemble de la céramique retrouvée sur un chantier de fouilles archéologiques. Donc chaque sachet correspond à des unités stratigraphiques dans lesquelles on range tout ce qui était trouvé. Là on aura de la céramique, de la faune, des coquillages et d'autres éléments de décoration. Donc le but, ça va être de laver l'ensemble de ce matériel. Alors pour ça, on est aidé par des étudiants de l'Université de Picardie. Donc après le lavage, ça sera l'étape ultérieure où il y aura une étude du matériel grâce à un tri que je vais vous montrer. Alors une fois le matériel lavé et séché, c'est là que commence l'opération de tri du matériel découvert. Donc là, on a choisi un lot de céramique. Alors il va falloir classer ça d'abord essentiellement par couleur. Donc on va regarder en même temps s'il y a des choses qui en collent. Parce que le but, c'est également d'arriver à ce résultat, c'est-à-dire d'avoir les vases le plus complets possible. On a déjà fait un premier tri, et ensuite à l'intérieur de chaque groupe typologique, on va refaire un second tri qui va consister là à mettre les cols à part, les fonds à part, les morceaux de ponce à part, on affine toujours le tri puisque dans le céramique on peut avoir des cruches, on peut avoir des bols, on peut avoir des assiettes. Donc là il va falloir déterminer ici ce qui appartient des bols. Donc là par exemple on sait que c'est un bol. On a toujours nos ensembles de référence sur le côté, comme ça va nous permettre de comparer un tesson, et lorsqu'on a ce genre de tesson, avec un peu d'habitude, on sait que ça appartient à ce genre de vase. Ce qui va nous aider, puisque là on a le fond d'un vase de ce type, et là on a un décor qui dit un décor au peigne, qui correspond à ce décor. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois avoir à l'esprit, lorsqu'on a un tesson, à quelle partie d'un vase il appartient. Et après va commencer le travail de collage. Donc là on n'a qu'une partie de la céramique recueillie dans la couche. On pourra faire ce travail de collage une fois qu'on aura l'intégralité des céramiques qui ont été recueillies dans cette couche. Là on voit tout de suite que ces deux morceaux collent ensemble. Donc il suffira d'utiliser de la colle scotch tout simplement pour le recoller. Et ainsi de suite, et on va essayer de remonter au fur et à mesure les vases, sachant que ce type de vase correspond, si on l'a en entier, correspond à ce type-là. Donc là nous sommes dans cette partie et on est aidé par le décor du col qui est un décor lissé, c'est-à-dire un décor qui est fait avec un bâton qui se fait lorsque la céramique tourne sur le tour. Rien que la couleur déjà nous permet de savoir d'où provient cette céramique. Alors ici on a une couleur très orangée par rapport à celui-ci. Donc là nous avons deux vases sigillés décorés et nous savons que ça, grâce à la couleur orange, ça provient des ateliers d'Argonne dans l'est de la France. Alors que celui-ci, qui est une couleur rouge soutenue, est plutôt d'origine centrale, du centre de la Gaule, et certainement des ateliers de Lezoux. Donc on a les motifs décoratifs qui sont aussi propres à des groupes d'artisans. Donc en se penchant plus précisément sur ces motifs, on pourrait essayer de déterminer quels sont les artisans qui les ont fabriqués. Alors l'idéal ce serait de trouver des sigles de potier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle cette céramique sigillée, puisque ça vient du latin sigillum, sigle. Justement, en voilà ici. Donc sur un... Là c'est un mortier.
et le potier l'a signé. Donc là nous avons Lucetus fecit, donc c'est un potier qui s'appelle Lucetus et qu'on arrivera à savoir précisément grâce à des catalogues qui ont été édités dans quel atelier il a travaillé. Mais bon, là déjà on peut dire que c'est un vase qui a été produit dans le courant du IIIe siècle. Donc l'intérêt de ces signes, hein, outre pour les archéologues de pouvoir trouver précisément quels sont les potiers qui ont fabriqué les céramiques et les dater, c'est également de savoir comment ça se passait dans les fours. Hein, puisque c'était des sortes de fours communautaires qui pouvaient accueillir des dizaines de milliers de vases. Donc bien entendu, les potiers n'allaient pas signer chacune de leur vaisselle, mais en règle générale, ils apposaient le sigle sur la partie supérieure de leur enfournement. Donc eux vont déterminer quelles étaient les espèces consommées, les âges d'abattage, et avoir ainsi des idées sur les techniques d'élevage et sur la consommation alimentaire de nos ancêtres. Là, on peut dire qu'il y a du porc, du mouton et du bœuf, puisque ce sont les trois principales espèces qui sont consommées. Mais on consommait également des coquillages, soit des coques, soit des huîtres, qu'on retrouve en abondance sur les chantiers de fouilles. Et qui ne sont pas des huîtres marines, mais des huîtres pluviales. Alors ici, nous avons une partie de dépôt monétaire qui était trouvée dans un champ de la Somme, à la suite de Labour. Donc de mémoire, je crois qu'il y avait 190 monnaies qui ont été recueillies. C'est un ensemble de sesterces. Donc le but va consister à identifier l'ensemble des empereurs qui sont représentés sur ces monnaies. Donc ici, nous avons Marc Aurèle qui a régné de 161 à 180. Donc chaque monnaie va être individualisée, numérotée, pesée, parce qu'il faut qu'on les pèse au centième de gramme près. Donc là, nous avons un sesterce qui fait 20 grammes 88. Ensuite, chacune des monnaies sera photographiée ou scannée et fera ensuite l'objet d'une publication dans la revue archéologique de Picardie. Ceux qui ne connaissent pas les monnaies romaines, donc ici nous avons un sesterce, nous avons toujours côté face l'effigie de l'empereur avec sa titulature et côté pile une sorte d'allégorie qui permettait aux Romains de faire passer un message vis-à-vis des populations. En fait, ça sont presque des instruments déjà des instruments de propagande de l'époque. Donc la titulature de l'empereur est importante puisque comme les monnaies sont émises quasiment chaque année, donc on sait précisément à quelle date a été émise cette monnaie. Par contre, la perte de la monnaie elle pourrait être beaucoup plus tardive puisque cette monnaie de Marc Aurèle a très bien pu être perdue au IIIe siècle, hein, puisqu'on a réutilisé régulièrement les monnaies. Donc il y a une grosse partie du travail de l'archéologue qui consiste à mémoriser, inventorier tout ce qu'on a pu trouver de façon à restituer à la fois à la communauté des chercheurs, archéologues et à la fois au grand public tout ce qu'on a pu trouver sur une fouille. Donc on a un gros travail de dessin, hein, puisque là c'est l'exemple de la nécropole de Saint-Sauveur qui a été fouillée il y a une vingtaine d'années et qui a livré à peu près 377 sépultures de mémoire. Donc chaque sépulture doit être dessinée avec les personnes qui étaient inhumées ainsi que le matériel d'accompagnement. Puisqu'à la période mérovingienne, c'est-à-dire en gros entre la fin du 5e siècle et la fin du 8e siècle, les hommes et les femmes étaient inhumés avec des objets de la vie quotidienne. Donc ici on a une tombe de guerrier inhumée avec sa lance. Ici on a une tombe d'enfant qui est inhumée avec un vase au pied. Donc le vase au pied c'est assez courant. Bon voilà l'exemple de vase que l'on peut trouver dans des sépultures. Donc sinon les femmes étaient inhumées avec les bijoux ou leur plaque boucle de ceinture qui était souvent posée sur le bassin. Donc là nous avons le crâne d'un des inhumés mérovingiens qu'on a confié pour étude à un anthropologue. C'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans cette étude parce que lui va nous permettre de déterminer le sexe de l'individu, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, l'âge du décès. Éventuellement en analysant l'ensemble des ossements, il pourra déterminer s'il y a eu des blessures, des fractures, voire même son mode de vie, puisque grâce à l'étude des dents, on pourra déterminer à peu près quelle était son alimentation. Donc l'ensemble de ces études va permettre d'avoir une idée de la démographie de la nécropole qui était fouillée. Donc là, vous voyez à peu près ce que représente le dessin de l'ensemble des tombes, qui normalement devrait terminer aux archives départementales, hein, puisque tous nos originaux, c'est là-bas qu'on doit les stocker. Et ensuite, il y a une publication qui est faite de cette nécropole, notamment dans la revue archéologique de Picardie, qui est la revue de base des archéologues picards.